Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma, je vais vous parler d'un film percutant sorti ce mercredi en salle. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Sinners réalisé par Ryan Coogler qui sort un petit peu là de ces gros blockbusters qu'il a pu faire depuis Creed et les deux Black Panther quoi. Mais il avait fait un premier film plus ou moins indépendant. Alors celui-ci ne l'est pas tant que ça, il est quand même avec un budget raisonnable et coproduit par la Warner, mais il a eu 100% de liberté, le Final Cut et tout, pour donc nous proposer ce Sinners, qui est une sorte de film d'époque qui se passe dans les années 30, entre western et horreur, voire fantastique. Je ferai une zone spoiler pour pas trop en dire dans un premier temps. Au casting, nous retrouvons Michael B. Jordan en double, qui joue donc deux frères jumeaux, Smoke et Stack. À ses côtés, nous avons Hailey Steinfeld, qu'on commence à plus nous présenter. C'est pas trop français ce que j'ai dit, mais bon, on l'a déjà vu avant, quoi, vous m'avez compris. Le jeune Miles Caton, qui est un musicien de blues, ça se voit, hein, il chante et il joue de la guitare, c'est évidemment très important dans l'intrigue même de ce long métrage. On reconnaîtra aussi Jack O'Connell, que vous avez peut-être pu voir dans la série Skins, il y a un petit moment, il joue, on va dire, l'antagoniste. Et quelques acteurs secondaires, voilà, qu'on va pas forcément citer, si ce n'est quand même Delroy Lindo, qui a pas mal joué chez Spike Lee. Je vais quand même parler aussi de Wunmi Mosaku, qui interprète Annie, qui est aussi très importante donc dans cette histoire, qui se déroule donc dans les années 30, dans le Mississippi, donc l'Amérique sudiste, à Clarksdale, je crois, qui est une ville qui existe vraiment. Et on va suivre les deux frangins qui reviennent au bercail, alors qu'ils ont été en gros des gangsters pendant la Prohibition. Enfin voilà, ils ont profité de cela sous les ordres d'Al Capone, enfin c'est plus ou moins mentionné. Et ils ont un projet maintenant avec tout l'argent qu'ils ont gagné en profitant de ce rêve américain et en sortant un peu justement de cette souffrance de l'Amérique sudiste, même si ça n'a pas forcément été plus simple au nord pour eux, mais bon, avec tout le pognon qu'ils ont pu récupérer, ils vont ouvrir un club de blues. Voilà, je crois que ça s'appelle le Club Duke, en rachetant une ancienne usine de blanc. Tout est très important ici. Sauf qu'arrivés sur place, bon, ils doivent convaincre des gens, ça c'est sûr. Ils vont retrouver des vieilles connaissances, notamment chacun une ex ou apparentée. Une c'est vraiment plus qu'une ex, hein, bon bref. Et aussi devoir faire du business, donc affronter peut-être aussi le Ku Klux Klan, qui est censé ne plus exister, censé être illégal, mais qui est toujours là. Bien évidemment. Sauf qu'il va y avoir un mal plus grand à affronter. Mais d'où vient-il? Quel est-il? Ça, je le préciserai dans la zone spoiler, parce que je n'avais pas forcément lu beaucoup de choses autour de ce métrage. Je n'ai pas vu la bande-annonce. C'est pas que j'ai été surpris, parce que je crois que j'en ai quand même eu vent de ce qui allait se passer. Mais j'imagine que celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui n'en savent pas trop, préfère garder la surprise. Et quelle surprise, pour le coup. Parce que c'est un film d'une ambition et d'une liberté, la liberté étant une des thématiques principales, sans faille. C'est-à-dire que des œuvres comme ça, on a la chance d'en avoir, encore de nos jours. Et j'ai envie de dire, vous n'allez pas m'entendre dire ça plusieurs fois, attention. Merci Disney, le MCU. Merci le succès des deux Black Panther. Qui ont permis, et de Creed, qui ont permis à Ryan Coogler donc d'avoir carte blanche, la liberté absolue, pour faire ce projet très personnel, et sans en avoir, on va dire, la moindre réticence de qui que ce soit au-dessus. Parce que, alors évidemment, on trouvera tous les défauts qu'on veut, peut-être, et il y en a, potentiellement, mais peu importe. Les défauts font partie du projet aussi, parce qu'il fallait que ça pète, il fallait que ça percute. On pourra parler des influences et des références qui sont assez évidentes, peut-être trop, mais c'est pas grave, c'est assumé. Mais alors, vous allez prendre une sorte de roller coaster, aussi bien visuel que politique, social, ainsi que musical, qui ne cesse jamais. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Tant et si bien que je vais être très incomplet, encore plus que d'habitude en Impro Ciné Critique. J'ai pas envie non plus de trop me perdre. Mais je vais, on va dire, en ressortir l'essentiel ici. Mais quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est qu'il faut aller voir ça en salle, que c'est du cinéma, qu'il faut en profiter.
Ça va faire partie des œuvres importantes de 2025, quelle que soit l'appréciation pure et simple qu'on puisse en avoir. Voilà, il faut accepter peut-être les défauts et surtout d'avoir été renversé et retourné. Alors c'est marrant parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, en fait j'ai enchaîné 2 films en salle. L'autre métrage français, celui-ci, le mélange des genres dont je parlerai, je ferai une vidéo après, m'a aussi pas mal retourné mais autrement. C'était quand même une, on va dire, journée de cinéma très intense. D'enchaîner 2 métrages très différents, oui, certes, mais très importants à leur manière. Alors, ce qui est fort ici, évidemment, c'est qu'on joue sur pas mal de codes. Films de gangsters, tout ça, avec les costumes d'époque et tout. Évidemment, ils en reviennent. On replonge dans le sud profond, avec une ambiance western quand on découvre la ville, arrivée par la gare. Enfin, il y a des personnages à la gare. Il y a sorte des épiceries au milieu de la grande allée centrale et tout. Et une communauté très variée. Beaucoup d'Afro-Américains, oui, mais aussi des Asiatiques américains, un couple, voilà. Quelques Blancs, évidemment, il y en a. Il y en a dans le film. Mais je reviendrai sur eux plus tard, parce que bon, oui, la suite du Ku Klux Klan est là, et le mal est là. Le Sud a été corrompu, et ça reste compliqué. Et la façon dont le métrage s'ouvre en jouant sur le temps, c'est très important ça, parce qu'il y a un aspect temporel aussi. C'est pas un spoil de dire ça, puisqu'on s'ouvre sur presque la fin. C'est-à-dire qu'il y a une scène, j'en parlerai plus tard, qui apparaît là. Alors avant, il y a autre chose, mais parce qu'il y a une sorte de voix off qui nous parle aussi de la culture folklorique musicale de tous les endroits du monde possible. Irlande, Afrique, native américaine, tout ça. Et après, donc, on a une scène à l'église, là, qui est en fait ce qui va se passer le lendemain. Et nous, on revient sur ce qui s'est passé la veille. Et la veille, il a été très, très chargé cette veille, de jour comme de nuit. Et donc, ouais, il y a ce voyage dans le temps, western. Aussi, on voit des champs de coton. Vous avez des gens qui ramassent du coton. Plus tard, il y a des prisonniers qui semblent, voilà, aussi un petit peu, forcément, sous le joug de quelqu'un, d'un blanc qui leur demande de travailler. Et ce sont des prisonniers afro-américains. Évidemment, tu as l'impression qu'on pourrait revenir au temps de l'esclavage, mais on n'y est plus. Mais en fait, il y a des relents, il y a tout ça, il y a toute cette histoire afro-américaine et des États-Unis au sens large, avec même le côté gangster. C'est passionnant, ça, c'est une lecture sociale. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, ça peut partir dans tous les sens. On comprend tout, c'est assez fluide et c'est très fort. Et après, le retour des 2 frères prodigues qui sont à la fois craints et appréciés sur place, qui ont cette idée, ce rêve-là, faire leur propre rêve américain, leur rêve à eux en fait, leur rêve familial, en utilisant donc cette corruption-là, l'argent, il y en a un des 2 frères qui est à fond sur l'argent. On sent que la corruption, elle a été là, et que de toute façon, cette corruption déjà assumée et apparente, amènera à une autre forme de corruption derrière, et ça apportera évidemment l'aspect fantastique du film. Michael B. Jordan, très bien en double. On voit d'ailleurs les différences entre les 2 frangins. Alors, dans les caractères, l'un est plus capitalisto, l'autre est plus sur, je sais pas, enfin, c'est sur le côté un peu plus protecteur. Bon. Y en a un qui a la casquette bleue, enfin chapeau ou casquette bleue, et l'autre rouge. Bleu, rouge, américain, on voit que cette idée est là. Mais c'est pas vraiment l'Amérique, enfin c'est une autre Amérique. On plonge en fait dans les racines de cette libération qui a été difficile et qui est encore difficile, et pour plein de raisons, du peuple africain, qui a été amené aux États-Unis, afro-américain, au sens large donc. Libération par l'argent peut-être ou pas, est-ce la bonne ou non? Par la musique peut-être c'est mieux, avec les racines évidemment que sont le blues. Alors le folk, tout ça, mais la musique blues très importante. Et aussi cette dualité musique blues qui, pour un prêcheur, par exemple, c'est la musique du diable. Il y a cette idée que, oui, c'est le diable qui a donné naissance à la musique. Et là, on en revient avec ce jeune musicien, donc le cousin qui s'appelle Sammy. On en revient à quelque chose qui m'a rappelé Oh Brother des frères Coen, qui est mon frère Coen préféré. Donc déjà, de toute façon, les influences, c'est des films que j'aime beaucoup. Et Oh Brother, on l'a, avec ce jeune musicien qui aurait pactisé plus ou moins avec le diable, selon père, parce qu'il est extraordinaire avec ses mains et sa voix. Et on va utiliser donc son talent pour être la poule aux œufs d'or, évidemment, pour le club, mais pas que. Il y a aussi une idée de liberté derrière le blues, et liberté par rapport aux scènes musicales qu'on va voir. Des scènes musicales qui nous font voyager temporellement aussi, de A à Z, quelle qu'elle soit dans le film, c'est assez fort ce qu'on a. C'est assez fort, j'y reviendrai plus tard, peut-être dans la zone spoiler. Donc sur cet aspect-là, alors, par moment, je trouve que les orchestrations de Ludwig Göransson par-dessus sont peut-être trop, voilà. Mais c'est intéressant parce que ça fait voyager aussi, cinématiquement et symphoniquement parlant, ou sur le côté rock aussi. Mais peut-être trop
trop forcé sur l'ajout de la bande son, de la bande originale. Moi, je préfère les moments de blues ou autres chants folkloriques ou musique folklorique qu'on a dans le film. C'est là-dessus. Et après, la relation entre les personnages. On voit que les frères, bon, ils reviennent et que sur place, ils avaient laissé des choses. Le souvenir tragique du passé, quel que soit le passé d'ailleurs, passé personnel, passé d'héritage, origine. Et donc, ce Ku-Klux-Klan attend qui est là. Et on comprend que le mal, le mal il est américain, et le mal il vient de l'Amérique blanche. C'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde. Bon, on s'en fout. Alors, celles et ceux qui vont être gênés par cela, j'ai envie de dire, tant pis pour elles. Clairement. Sinon, sur le reste, rien de plus à dire hors spoiler, si ce n'est sur la mise en scène, en fait, ça va avec l'intrigue. Il y a des moments de montage alterné qui sont passionnants et qui peuvent surprendre aussi, mais c'est ça que j'aime aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait reprocher certaines continuités, des faux jumpscares qui renvoient à une autre scène après, bon, des moments un petit peu longués vers le milieu, même d'humour, le personnage de Delroy Lindo par exemple, ou l'autre là de Cornbread joué par Omar Benson Miller. Après, on peut comprendre, hein, il y a une idée c'est festif, c'est la famille qui se réunit, c'est leur moment de liberté, mais ça va être mis à mal après. Et bon. Les deux personnages asiatiques américains aussi très intéressants. Même si on aurait pu plus les développer, on les voit, on comprend aussi. Il y a une intégration qui s'est faite, c'est intéressant. Mais bon, on ne peut pas non plus tout mettre en branle. C'est pour montrer que cette Amérique elle est multiculturelle et que en fait beaucoup de gens de certaines minorités ont dû s'adapter plus ou moins bien et ont pu plus ou moins surtout avoir cette liberté d'entreprendre. C'est un film qui parle aussi de la liberté d'entreprendre, mais à quel prix, hein, justement, le capitalisme et l'argent. Et après, derrière, ça part en vrille, forcément. Évidemment, ça va vous rappeler un film où tout se pose sur un aspect plus ou moins terre-à-terre, un peu gangster, et après, bam, on balance dans le fantastique. Vous voyez duquel je veux parler, on est en plein dedans. Zone spoiler, donc, oui. L'influence numéro 1 du film, au-delà de Oh Brother, j'insiste là-dessus, en plus, Oh Brother, ça se passe dans le Mississippi dans les années 30, donc hein, on y est. Il y a du Ku-Klux-Klan, machin. Et la vraie influence numéro 1 ici, et elle est assumée, c'est Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec Quentin Tarantino, d'ailleurs autant scénariste qu'acteur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le club Duke, là, qui est là, va être une sorte de Titi Twister version afro-américaine. Et ils vont être envahis par des vampires. Oui, oui, c'est un film de vampire, un film fantastique. Un film de diable, hein, le vampire, le diable, pacte avec le blues. C'est la musique blues qui attire les vampires là, mais on les voit, les vampires, avant. Un vampire qui fuit des natifs américains, qui chasse le vampire. Le natif américain chasse le vampire blanc, le vampire qui vient de cette vieille Amérique. Parce que le chef ici, c'est un Irlandais d'origine, qui est joué donc par Jack O'Connell, qui est britannique. Et il va vampiriser en premier, ça va être ses bras droits si on veut, en couple du Ku-Klux-Klan. Tout est lié. D'ailleurs, le Ku-Klux-Klan, à la fin, il avait prévu un raid sur ce club pour tous les massacrer. Donc, de toute façon, le mal, il était là, quoi qu'il arrive. Et donc, ces vampires vont venir et contaminer. Ils vont mordre donc des personnages afro-américains. Alors, il y a celui de Mary aussi, joué par Hailey Steinfeld. C'est un personnage que j'aurais aimé peut-être plus développer. On comprend des choses, qu'elle a été protégée, mais elle voulait vivre sa propre vie. Elle est quand même invitée sur place, et c'est la seule blanche d'apparence, on pourrait croire, hein, de ce moment festif. Et en fait, elle est un quart afro-américaine. On le comprend. Et bon, elle fait partie de la famille, donc hein, c'est dit. La famille des non-blancs, hein, parce que c'est exactement ça. Et je pense que il y a des gens hein, qui vont crier au wokisme et tout. Hein, voilà, ces personnes-là, elles ont leur opinion. Elles vont pas aimer le film. Tant pis. Le propos, il est justement là. Montrer à quel point cette Amérique a été difficile avec, et l'est toujours avec certaines minorités, et en premier lieu, bien sûr, les Afro-Américains, et que cette quête de liberté et d'émancipation, elle a du mal à se mettre en place. Alors là, on est dans les années 30, mais il va y avoir un écho avec les années 90. Le film va aller dans les années 90 à la fin, j'y reviendrai après. Et donc là, vampire et tout. Alors les scènes d'action, tout ça, c'est pas le mieux du film. Hein. Les scènes d'attaque, il y a un petit showdown à la fin, là. Il y a un moment dramatique qu'on pouvait voir venir, mais en fait qui surprend, c'est la mort d'un des frangins, Stack, et Smoke est dévasté. Mais alors là, on est encore dans la relecture totale d'une nuit en enfer. Pas spoiler une nuit en enfer, mais c'est ça. Deux frangins, il y en a un qui crève. Enfin, il y en a un qui devient vampire, surtout. En fait, il y en a un qui devient vampire. Nuance importante. Et donc, il y a le personnage d'Annie, qui est la petite amie de Smoke. Enfin, plus que la petite amie de Smoke. C'est bien Smoke ou c'est Stack? Je sais plus. Je pense que c'est Smoke. Hein. Ils ont eu un enfant ensemble. Il y a cette idée. C'est un peu la magicienne, elle croit aux esprits. D'ailleurs, l'ouverture du film se fait sur les esprits avec une voix off qui est
peut-être, il y a une voix off qui revient d'ailleurs, hein. Peut-être un peu dispensable, ça aurait pu se faire sans voix off, mais c'est pas grave. Et alors, voilà, il se passe des choses. Mais musicalement parlant, c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce qui va faire basculer vers le fantastique? C'est une scène de blues remarquable, chantée par Sammy Moore, le cousin, le jeune, là, voilà. Et alors, la scène, elle est extraordinaire. Disons que c'est le genre de scène musicale où ça danse et chante de partout. Enfin, c'est très remuant, ça remue quoi, qui remet en perspective et qui vous fait dire que finalement dans Babylone c'était pas si génial que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'y ai pensé, je me dis bah là on a du vrai cinéma, ça tourne, ça raconte quelque chose parce que il y a des esprits qui se mettent en branle là et on voit temporellement des choses extraordinaires. Toutes les cultures qui peuvent se mélanger, asiatiques, etc. Et le temps, on voit un rocker avec une musique donc un peu hard rock. Une sorte de DJ je crois vite fait et donc bah oui les esprits du passé et du futur au milieu là et c'est cette musique là qui attire le diable, enfin le vampire chef avec ses deux acolytes, donc c'est à la fois quelque chose d'émancipateur et libérateur absolu jusqu'à la fin du film, et à la toute fin du film il faut rester générique et même à la toute fin rester jusqu'au bout, au bout du bout, j'étais le seul à rester à la fin, j'ai eu un feeling, d'habitude c'est vrai que je pars un peu au milieu du générique quoi, là je suis resté jusqu'au bout. Parce que j'avais eu besoin de rester jusqu'au bout, j'ai bien fait, j'ai eu ma petite récompense sur le final. Et c'est extraordinaire en fait, voir la dualité de la musique, et la dualité de personnes qui veulent vivre leur liberté, mais c'est pas possible. Pourtant, il y a un moment de liberté, c'est que cette nuit, elle va être à la fois horrible pour ces gens, mais c'est leur meilleur moment aussi. Ils ont vécu quelque chose, une finalité finalement là, parce que ça sera pas possible d'être libre peut-être dans le monde des vivants, ben là au moins on l'a été. Mais il y a tout un discours là-dessus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette fin est magnifique parce que il y en a qui survivent. Techniquement, il y en a 2 qui survivent, mais ce n'est pas les 2 que l'on croit. Donc il y a Sammy Moore, qu'on retrouve 60 ans après, vieux bluesman, joué par Buddy Guy d'ailleurs, qui est un vrai bluesman très célèbre, qui est d'ailleurs le pionnier du blues à Chicago. Et c'est marrant parce que les frangins viennent à Chicago, et le petit Sammy, il veut aller à Chicago s'émanciper. En fait, il est allé à Chicago, il est devenu Buddy Guy, qui est un vrai bluesman de Chicago, qui a probablement quitté son sud natal, j'en sais rien, mais on peut imaginer. S'il est né au Mississippi, je vérifie, c'est génial. Et je sais pas, c'est pas précisé. Non, il est né en Louisiane, mais on n'en est pas loin du coup. Ok, magnifique cette fin. Mais il invite un couple à rentrer et donc on a la visite de Stack, le frangin que l'on croyait mort, toujours vampire, mort vampire. Mais Smoke, il est censé avoir survécu. À la fin, on a un raid remarquable, revenge movie, tout le Ku Klux Klan il passe. Mais en fait, Smoke, on comprend, il va mourir parce que il a une vision de son ex-femme, enfin, compagne et de sa fille. C'est que c'est une fille à la fin. Il est blessé par une balle, on voit qu'il va mourir et il va pouvoir aller dans l'au-delà, réuni en famille. Donc c'est l'autre qui est là encore, mais il est mort vampire quoi. Et il vient 60 ans après et il vient pas se venger parce que Smoke a épargné Stack. Ce qui est magnifique, c'est que bon, le frère a épargné son frère. Il est resté vampire, mais il s'est libéré comme ça, d'une certaine manière. Donc il est resté un vampire cool. Il arrive une sorte de look de rappeur à la fin. Et il vient pas pour tuer Sammy, il vient pour l'écouter. Il veut le réentendre jouer du blues acoustique avec sa guitare d'antan, la fameuse guitare. La guitare du diable ou pas, du coup. Et on a une belle scène à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rédemption double, en fait. Et ça va libérer, avant qu'il parte aussi, le vieux Sammy. Et on voit à la fin, donc, Sammy qui joue dans son église. Ça, c'est la toute fin, tout jeune. Et là, on voit plus l'artiste musicien Miles Caton que le personnage Sammy. Et c'est pour ça que le film s'ouvre d'ailleurs avec le jeune Sammy qui vient voir son père. Who's the sinner, hein, la question. Sinners, c'est qui les sinners? C'est les musiciens, les vampires? La religion elle-même, parce que la religion est mise au pilori, en mode oui c'est bien la religion peut-être, mais la religion elle a été apportée par les blancs américains, un peu forcée, et c'est pour ça qu'il y a ce personnage irlandais, la vampire chef, qui représente la colonisation américaine sur la christianisation ici sur place. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas plus de natifs, parce qu'on envoie des natifs à un moment qui chassent les vampires, mais bon, ils sont vite évacués. Et c'est un moment extraordinaire où il y a une prière qui est entonnée par Sammy contre le chef des vampires, et le chef des vampires, ça lui fait rien, il récite la prière avec, parce que de toute façon la religion aussi. Et pourtant lui il vient de ce folk irlandais, il y a une scène de gigue irlandaise à un moment à l'extérieur, on en revient au folk là, bon, c'est les origines du mal peut-être, le folk irlandais, le côté celtique, païen, j'en sais rien. Ah c'est bien, hein, ça raconte beaucoup de choses sur beaucoup d'histoires de l'Amérique et même de ce qu'il y a avant, de tout ce qu'il y a pu avoir avant et ce qui a construit l'Amérique. C'est d'une richesse, mais ça va avec la mise en scène un peu waouh, olé olé. Il y a des moments aussi très charnels, très corporels, c'est très important la libération par le corps en plus de la musique. Il y a des moments sensuels
Et il faut oser montrer. Alors, oser montrer sur certains trucs, voilà. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, la musique extraordinaire, voilà, bref, et un peu de gospel aussi, vite fait, un moment de banjo, là, de musique sudiste, tout y passe, hein, et ça raconte beaucoup de choses. La séduction, l'invitation, et puis évidemment, ce sont des vampires, donc hop, un petit coup de Jedi, attention, on n'est pas dans Star Wars, ou autre pieux dans le cœur, ça marche. Je fais Amazon Spoiler, c'est voilà, c'est un film à aller voir et à digérer, alors là, je le fais à chaud. Dire que avant, l'ami Thierry qui passera peut-être par là dans quelques années, parce qu'il rattrape les premières vidéos, là, je lui disais avant de voir Sinners que j'aurais du mal à parler à chaud de le mélange des genres de Michel Leclerc, mais je vais le faire. Hein. Bah en fait, Sinners, ça aurait pu être pareil, mais là, ça se lâche. C'est un film émancipateur et libérateur sur plus d'un point, avec un cinéaste qui se libère aussi du MCU, etc. C'est très important, même si c'est Warner derrière, c'est quand même... Il a mis 20 millions de sa poche, donc c'est lui le producteur exécutif, c'est lui qui a tout, quoi. Warner distribue, je pense, c'est tout. Hein. Et on le voit, c'est un film qui ose, qui fait des choses, qui mélange les genres. Hein. Mélange les genres, finalement, c'était à la fois dans le film de Michel Leclerc et ici. Et qui va loin. Et ça peut paraître défectueux par moments, mais dans le message, dans le fond et la forme, tout ça, ah, c'est généreux, c'est généreux. C'est à digérer, bien sûr, c'est à revoir surtout. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Voyez-le, Sinners en salle, c'est hyper important. Mais voyez le mélange des genres aussi, je le dis là maintenant, voyez-le. Je ne sais pas comment je vais l'aborder, mais vous verrez une vidéo dessus, hein, de toute façon, d'ici 1 ou 2 jours, ou 3 jours, je ne sais pas, voilà, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, 2 sorties à défendre. Mais sur ce Sinners, revoyez ici le Ryan Coogler cinéaste. Parce que moi, j'ai pas aimé, j'ai pas détesté, au contraire, hein, ces 3 précédents. Même si on peut en dire sur le fond, mais c'est pas lui qui gère. Et il paraît qu'il a fait un premier film que je n'ai pas vu, qui est très bien, donc pourquoi pas. Et là, c'est son œuvre personnelle, c'est lui au scénario, c'est lui qui chapeaute. Et Michael B. Jordan, son acteur fétiche, se donne à fond en double. Mais voilà, musicalement, allez aussi, hein, franchement, foncez, Sinners. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous dis donc merci d'avance pour vos commentaires. Faites vivre cette vidéo et partagez votre sentiment sur ce film. Évidemment, c'est important d'en discuter et d'échanger, de rajouter des choses que j'ai pas pu dire et développer parce que, bon, évidemment. Allez, à la prochaine. Ciao!